Salut Rodolphe, là tu viens de sortir un article sur Tomo Cézanne, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Pourquoi cet article? Euh, ouais. Alors en fait, il y a en 2013, ouais c'est ça, à l'automne 2013, j'étais à Katmandou, je travaillais pour Missolet pour censer des expéditions. Et puis là, j'ai reçu un message d'un collègue hollandais qui s'appelle Bob Schelfout. Et il me demandait de regarder, de jeter un œil aux commentaires d'un alpiniste américain sur un site qui s'appelle supertopo.com. Et ce commentaire, en fait, dans ce commentaire, il était expliqué que des alpinistes russes, en fait, qui avaient participé à l'expédition qui avait fait la première ascension en 1990 à l'automne, avaient trouvé des pitons dans la partie supérieure et que ces pitons, d'après eux, appartenaient forcément qu'à un homme à Cézanne, quoi. Donc en fait, il a demandé, donc ce copain hollandais Bob, à plusieurs historiens de montagne, dont des gens qui sont pas forcément très connus. Il y aurait Emleb en Allemagne. Il y avait qui d'autre, après un peu tout, Greg Child, d'autres gens en fait, de vérifier ça, quoi. Donc on a regardé tous. Moi de mon côté, je connaissais un petit peu Sergei Berchov que j'avais croisé à Katmandou. Donc je lui ai posé la question. Yoram Emleb de son côté a demandé à Vladimir Koroteyev, qui était l'autre personne qui avait participé à l'assaut final en 1990. Et les deux nous ont répondu clairement qu'ils avaient vu aucun piton. Donc là-dessus, on a tous conclu que le témoignage de l'américain était pas forcément absurde, mais qu'en tout cas il collait pas avec cette histoire de piton, quoi. Et de là. Et c'est dans quelle ascension ça? Alors ça c'était la phase sud du Lhotse au printemps 1990. Donc voilà, Cézanne avait fait officiellement l'ascension au printemps, et puis après à l'automne, les soviets à l'époque avaient fait la première ascension officielle jusqu'au sommet avec des preuves, avec tout ce qu'il fallait. Et puis voilà, quoi. Donc là-dessus, déjà pour arriver à ce résultat, en fait, il a fallu chercher toutes les voies existantes en fait dans la phase sud pour arriver à tracer les itinéraires précis dans les parties finales, dans les parties hautes. Et puis donc là-dessus, on s'est venu à l'histoire de Cézanne parce qu'il fallait tracer sa voie pour essayer de comprendre où il était passé. Et là, selon les versions, c'était plus ou moins compliqué. Il y avait des dessins qui étaient faux, qui avaient été tracés dans la presse. Alors, avec les moyens de l'époque aussi, avec les photos qu'on avait. Enfin, il y en avait déjà certaines qui étaient très, très précises. Et puis là-dessus, une fois tracé tous les itinéraires, une fois qu'on était arrivé à cette réponse, en plus, j'avais dû chercher tous les gars que cet Américain avait pu voir en 94 sur les pentes du Laguiri. Donc j'ai dû retrouver des photos de tous les membres de l'expé de 90, des soviets donc. Et en fait, à force de brasser des infos là-dessus, et puis comme depuis gamin j'avais entendu parler de cette histoire que tout le monde a entendu, quoi, et que par ailleurs, mon travail c'est quand même de trier les ascensions un petit peu, et de les décrire, de fournir des éléments factuels, on va dire, pour imager, pour illustrer les ascensions. J'ai voulu en savoir plus sur cette histoire de Cézanne. Et puis c'est parti là-dessus. Et alors au début, je suis parti à essayer de lister toutes les expéditions qui avaient été en face sud. Donc trouver des infos dans l'Himalayan Database, trouver des infos au siège de Katmandou chez Missolet. Donc là j'ai retrouvé des trucs assez excellents. Par exemple, Mikhail Gorbatchev qui avait écrit un mail de félicitations, des choses comme ça à l'équipe. Donc il y a des trucs chez Missolet qui sont assez uniques. Donc ça c'était plus pour le plaisir. Et puis après, comment c'est arrivé? Ouais, alors après, forcément, je suis arrivé au bouquin de Cézanne et puis aux articles qui avaient été faits à l'époque par lui. Donc il y avait toute une série d'articles sur le Janus, sur le Lhotse. Et puis sur les deux, en fait, il y avait une série de photos, en fait. Une série de photos, comment dire ça, qui avait été présentée, en fait, pour illustrer ces deux ascensions. Et puis, à l'époque, en reprenant l'article de référence de Greg Child et puis d'autres gens, ils avaient déjà réussi à l'époque, en fait, à trouver certaines photos qui n'étaient pas de Cézanne. Et puis là, la question, à l'époque, ils avaient déjà laissé entendre que certaines photos avaient dû être empruntées. Mais personne s'était jamais manifesté depuis, en fait, pour réclamer ces photos, par exemple, comme à l'époque Victor Grosselch l'avait fait. Et donc en définitive, je me suis mis à traquer ces photos, à essayer de trouver où ça avait été pris.
Et alors c'est là que c'est devenu un peu compliqué parce que des photos de la face sud, alors il y en a des milliers, mais des photos précises avec une précision de l'ordre de quelques dizaines de mètres près, c'est plus compliqué à trouver. Donc là, par chance, grâce à mon travail chez Misselet et au réseau que ça peut ouvrir, j'ai pu demander à des Polonais, par exemple, d'avoir des photos ultra précises de toute la face. Alors après, j'avais pas eu à chercher sur toute la hauteur de la face, mais sur tout le bas, parce que à cause d'un certain nombre d'indices, je savais qu'il fallait chercher là. Et puis en définitive, après, pour Janus, ça a été assez rapide. J'ai eu un coup de bol en scrutant même pas des photos qu'on m'avait envoyées finalement, mais en reprenant les photos de Cézanne même, grâce à le fait que les conditions de neige du moment étaient uniques, quoi. Ça m'a permis en fait de trouver dans vraiment un tout petit espace le lieu exact où avaient été prises certaines des photos du Janus par exemple. Et puis après ça, donc le Janus finalement ça allait assez vite. Je ne saurais même plus dire exactement combien de temps, mais ça allait vite. Et après le Lhotse, par contre, là c'était une autre paire de manches. Là il m'a fallu 5 mois pour trouver les photos, puis pour arriver à trouver l'endroit exact. Et au final c'est des Coréens, c'est un contact coréen que j'avais dégoté en le rencontrant à Katmandou, qui connaît plein de monde en Corée du Sud donc, qui m'a renvoyé des photos d'une expé d'une tentative de 2014. Et là pareil, du coup j'ai pu retrouver l'endroit exact grâce à cette photo, et que je suis allé confirmer ensuite au GMHM grâce à cette Moati qui m'a donné accès aux archives de GMHM, parce que je savais que là aussi une des expés qui avait eu lieu au Losécha à l'arrêt sud-est avait été faite par le GMHM. C'était Yves Tedeschi qui était allé au sommet, si je me souviens bien. Et voilà, et donc là du coup j'ai pu reconfirmer encore une fois que c'était cet endroit-là. Donc les photos sont pas bonnes, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, les photos qui ont été présentées pour illustrer ces ascensions, on va dire, entre verticales, donc le vertical 28 de l'époque, de juillet-août 1990, je crois, et puis le livre solo de Cézanne. En fait, à l'époque, on s'était surtout concentré sur les photos en fait, de vertical, mais pas sur les photos du livre de Cézanne. Donc là, et en le faisant, du coup, je peux trouver pas mal de parallèles entre les deux. Et puis, ça te prouve juste qu'en gros, les photos qui ont été présentées, c'est clairement un montage, quoi. Un montage parce que y a des légendes qui, là où tu es censé en fait être dans un certain niveau de la voie, en fait, tout en bas, tu es au pied de la montagne et pas sur la bonne voie, quoi, en gros. Donc c'est un peu, on va dire ça ne prouve pas d'absolu que Cézanne n'ait pas pu faire quelque chose éventuellement dans ces deux fois-là. Mais par contre, pour ce qui est des preuves officielles qui ont été présentées, là c'est clairement du montage, quoi. Voilà. Donc c'est à lire dans Vertical. Ouais, c'est dans Vertical de ce trimestre, qui est le Vertical 61, je crois.